Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui autour de ce webinaire pour le lancement effectif et officiel du programme Hôpital du Futur numéro 2. Donc ce webinaire va durer environ 1 heure avec une première partie de présentation avec la présence de la région Grand Est, de la préfecture de la région ainsi que de l'Agence régionale de la santé du Grand Est pour vous présenter justement les objectifs, le contexte, la vision dans laquelle s'inscrit ce programme, vous donner également plus de précisions sur les thématiques qui sont visées dans le cadre des projets qui seront soumis et de vous donner les clés sur l'organisation dans le processus de candidature sur le programme Hôpital du Futur 2. Donc, je vais laisser sans plus attendre la parole à nos différents intervenants et donc j'accueillerai en premier lieu Zoé Frontier qui est chargée de mission santé et politique sociale, jeunesse et sport à la préfecture de la région Grand Est. Donc, Zoé va vous présenter justement la planification de la transition écologique et la présentation de la région Grand Est verte. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous et toutes. Donc, vous savez que les défis de la transition énergétique et écologique sont de taille et assez urgents. La préfecture de région du Grand Est ainsi que le conseil régional ont donc lancé en juillet 2023 une stratégie régionale de mise en œuvre de cette transition sur le territoire du Grand Est. Donc, cette stratégie se nomme Grand Est Région Verte. Son ambition est de se donner des objectifs à horizon 2030 en matière de réduction des gaz à effet de serre, des préservations des ressources et de la biodiversité et rendre ce cap concret en identifiant des actions pertinentes afin d'atteindre ces objectifs. Des concertations ont eu lieu à l'automne, des concertations sectorielles avec des acteurs du territoire, du monde économique et social, pour identifier 80 actions sur différents secteurs, donc industrie, sport et notamment santé. La Grand Est Région Verte va ensuite s'appuyer sur des COP territoriales pour mettre en place une stratégie opérationnelle et soutenue par l'engagement de tous les acteurs pour construire un cadre d'action avec des solutions concrètes, efficientes et de proximité. Dans ce cadre, l'AMI Hôpital du Futur a été identifié comme un des leviers d'action pour la transition écologique et énergétique du territoire et du système de soins. Donc, nous vous remercions et nous nous appuyons donc sur le budget de santé et sur le succès de la première version d'Hôpital du Futur 1 pour lancer cette action et nous attendons donc avec impatience les projets que vous nous proposerez. Je laisse donc la parole. Merci. Sophie Feuerstein, je représente là le conseil régional. Merci Mme Frontier d'avoir repositionné en fait ce programme Hôpital du Futur dans le cadre du grand plan national région en Grand Est région verte. Alors un petit peu d'histoire, même si elle est quand même très très récente et que certains d'entre vous qui se trouvent autour de cette table, on va dire virtuelle, vous la connaissez puisque vous avez été acteur. Donc pour mémoire, au printemps 2020, en pleine pandémie Covid, toutes mes excuses, l'État et le Conseil régional ont lancé un programme de relance, son acronyme c'était Business Act Grand Est, dit BAGE, afin de préparer au mieux la sortie de cette crise qui était sans précédent. L'approche initiale était purement économique. Compte tenu de la situation sanitaire, Madame la préfète et le président de région ont souhaité à ce moment-là que cette démarche intègre également un volet santé qui, voilà, vous le savez très bien, vous avez été en première ligne. C'est dans ce cadre-là qu'a vu le jour, d'un côté, le jet santé, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, et surtout le programme Hôpital du Futur qui constitue un des piliers de ce dispositif de transformation du système de santé. Ce programme Hôpital du Futur a pour finalité de venir soutenir des projets portés par des hôpitaux publics en regard de thématiques ciblées.
Cette démarche, elle est coportée, cofinancée par l'État, préfecture, l'ARS et le conseil régional, et elle est rendue possible grâce à l'accompagnement terrain des établissements de santé par le pôle de la compétitivité BioVallée France, que je remercie pour tout ce travail. La première itération de ce programme a porté sur le soutien à des projets permettant aux professionnels de se recentrer sur leur cœur de métier. Pour mémoire, 9 projets ont été lauréats du premier AMI, 9 projets portés par 7 établissements. L'enveloppe qui a été dédiée à couvrir la réalisation effective de ces 9 projets est une enveloppe de 9 millions d'euros. Ce programme a débuté en 2021. Il vient de se clore avec succès en décembre 2023. L'évaluation est en cours, mais les retours que nous en avons, on peut vraiment se dire que bravo aux 9 lauréats d'avoir pu mener à bien leurs ambitions. La thématique retenue était en parfaite à l'époque résonance avec la situation des établissements en 2021. L'idée était que les professionnels qui étaient au front, il nous semblait important à ce moment-là de préparer l'après en soutenant des projets qui pouvaient leur assurer des meilleures conditions de vie. Ça, c'était le sujet, la thématique de la première itération d'Hôpital du Futur. Si on est réunis aujourd'hui, c'est parce que nous lançons un deuxième programme, comme l'a indiqué notre directrice générale, Mme Dreyer. Donc, cette deuxième itération que nous lançons aujourd'hui, à l'instar de la première, elle se veut alignée avec les préoccupations des établissements de santé. Le choix a été fait en regard des orientations de Grand Est Région Vêtre que vient de présenter Mme Frontier, du schéma régional de santé porté par l'Agence régionale de santé, des éléments que vous avez remontés et notamment auprès de BioVallée France, de retenir comme thématique pour ce nouveau programme 2024-2026 la décarbonation des établissements de santé. Le budget État-région fléché pour ce programme s'élève à nouveau à 9 millions d'euros. Les lauréats qui seront connus début 2025 seront accompagnés pendant tout le processus par BioVallée, tant dans la phase de construction du dossier de candidature que pendant toutes les 2 années qui vont suivre dans les différentes étapes qui vont permettre la réalisation effective des projets lauréats. Voilà, en tout cas, merci à vous de vous être connectés. Et à l'instar de ce qu'a souligné tout à l'heure Mme Frontier, ravi que ce programme nous réunisse aujourd'hui, et nous espérons fortement que nous puissions recueillir des projets riches et que nous puissions vous accompagner dans leur réalisation. Et merci à BioVallée. Merci beaucoup, Madame Feuerstein, pour cette présentation. Et je passe à présent la parole à Madame Aurélie de Montpezat, de l'ARS, chef de projet PRS Transition écologique et environnementale de la santé, qui va entrer plus spécifiquement dans les thématiques qui sont visées par cet appel à projet Hôpital du Futur 2, décarbonation. Je vous passe la parole, Madame de Montpezat. Bonjour à tous. Merci Madame Dreyer. Donc nous, on va rentrer plus dans les thématiques et les objectifs de ce programme Hôpital du Futur, deuxième itération. Le constat est qu'il n'y a plus matière à débat. Il est acquis que le changement climatique est un enjeu de santé publique. Ça a été récemment reprécisé dans un rapport de la Cour des comptes. Et on peut compter que le paradoxe, c'est que le système de santé est aussi contributeur significativement sur le changement climatique. En effet, dans son rapport Décarboner la santé pour soigner durablement, le Shift Project détermine que le secteur de la santé représente environ 8% des émissions de gaz à effet de serre de l'empreinte nationale. Les objectifs de diminution de gaz à effet de serre nationaux, donc tous secteurs confondus, qui sont environ de 5% par an jusqu'en 2050, se révèlent donc cruciaux pour notre secteur de la santé.
Et il nous appartient en Grand Est de décliner la feuille de route nationale du ministère de la Santé, planification écologique du système de santé, et de s'articuler avec une feuille de route territoriale qui a été présentée précédemment, qui s'appelle Grand Est Région Verte. C'est pourquoi le projet régional de santé de l'ARS, de manière inédite, a mis une priorité sur la transition écologique, dans laquelle s'inscrit l'appel à manifestation d'intérêt Hôpital du Futur 2. L'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt en déclinaison est bien de décarboner les établissements de santé publics du Grand Est en priorisant les actions qui se révèlent à fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, en regard du rapport du Shift Project. Donc la première thématique que nous avons retenue, c'est l'éco-conception des soins. Alors, éco-concevoir un soin, c'est maîtriser l'empreinte environnementale du soin. Un soin éco-responsable, c'est un soin qui a qualité, a sécurité, a pertinence égale et moins impactant pour l'environnement. Et cela, ça prend en compte le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, que sont les médicaments, les dispositifs médicaux et les produits de santé tels que les gaz anesthésiants. Donc on s'intéresse à cette thématique d'éco-conception des soins qui est vraiment spécifique au secteur de la santé et qui est en train d'émerger et de permettre beaucoup d'innovations pour les établissements. Le second poste d'émissions de gaz à effet de serre des établissements de santé qui relève des investissements, c'est le bâtiment et sa consommation d'énergie. Et l'enjeu là de la thématique dans Hôpital du Futur, c'est bien de satisfaire aux exigences réglementaires et toujours s'adapter aux besoins spécifiques du secteur de santé, tout en décarbonant. Enfin, nous avons considéré que pour Hôpital du Futur, sur le plan des déchets, les établissements de santé ont à gérer des déchets propres à leur activité de soins, qui sont plus coûteux et techniques à éliminer, mais aussi qui nécessitent une acuité spécifique pour garantir le respect des règles d'hygiène et les risques infectieux si on souhaite réfléchir à une gestion plus écologique et plus durable. Donc en conclusion, de ce brossage des grandes thématiques prioritaires, qui sont dévolues à l'appel à manifestation d'intérêt, c'est un grand défi qui vous est proposé, mais c'est un territoire, d'innovation qui est fertile et qui mettront en exergue vos projets parce que vous êtes déjà très largement investis sur ces sujets de développement durable et de transition écologique, et nous vous remercions pour, votre implication. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Nous vous proposons à présent de rentrer dans le détail du processus en fait de candidature sur ce programme Hôpital du Futur 2. Et donc c'est Maxime Sartori qui est chef de projet établissement de santé au sein de BioValley France qui va vous décliner le calendrier, les attendus sur le programme entre ce qui est visé, ce qui n'est pas visé, et donc vous donner également toute la procédure en fait pour disposer des différents documents dans le cadre de ce timeline qui vous est présenté. Donc je passe la parole à Maxime Sartori. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, nous allons maintenant aborder quelques aspects techniques et méthodologiques en lien avec le règlement de l'appel à manifestation d'intérêt du programme Hôpital du Futur, en évoquant le calendrier des étapes clés du programme sur l'année 2024, en évoquant aussi quelques éléments d'éligibilité et d'inéligibilité des projets que vous seriez amenés à vouloir déposer, et enfin en évoquant la nature de l'aide qui pourra être octroyée aux lauréats de ce programme. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous connecter au site officiel du programme Hôpital du Futur. Donc, vous voyez l'URL s'afficher sur cette diapositive, URL qui vous sera également transmis par voie électronique à tous les participants de ce webinaire à son issue. Vous retrouverez sur ce site internet 4 éléments essentiels, à savoir le règlement de l'appel à manifestation d'intérêt, le formulaire de précandidature, une foire aux questions, ainsi que la rediffusion de ce webinaire qui sera disponible d'ici les prochains jours. Alors, s'agissant du calendrier des étapes clés de ce programme sur l'année 2024, nous attendons les formulaires de précandidature au plus tard le 2 juin. Sous réserve que vos projets respectent les thématiques du programme et rentrent dans le cadre d'éligibilité, une notification vous sera apportée par le comité stratégique au plus tard le 15 juin.
Cette notification au porteur sera accompagnée d'un dossier de candidature. Il est donc essentiel et impératif d'avoir d'abord procédé au remplissage du dossier de précandidature pour pouvoir soumettre ultérieurement ce dossier de candidature. Le dossier de candidature sera quant à lui à déposer au plus tard le 16 octobre 2024. S'en suivra une étape d'évaluation en 2 phases. Premièrement, une évaluation de votre dossier par un comité d'expertise technique et économique indépendant, puis une audition des porteurs de projet par le jury de sélection entre le 1er et le 15 novembre. La validation des lauréats et la notification aux porteurs vous seront transmises au plus tard fin janvier 2025. S'agissant maintenant de quelques éléments d'éligibilité des projets que vous souhaiteriez déposer. Premièrement, votre projet souhaite permettre la réalisation de travaux de grosses œuvres et ou de secondes œuvres. Effectivement, cette typologie de projet rentre dans le cadre du programme. Mais attention, il ne sera pas possible de faire financer une continuité de travaux qui a déjà été entrepris avant la sélection des projets de cette AMI. Deuxièmement, votre projet est en partenariat avec d'autres établissements de santé publics dans ou en dehors de votre GHT d'appartenance. C'est là un critère d'évaluation qui sera particulièrement regardé par le comité d'évaluation et les projets collaboratifs seront particulièrement appréciés. Attention toutefois, un établissement public de santé ne peut pas être partenaire ou porteur de projet de plus de 2 projets. Troisièmement, votre projet présente un plan de pérennité qui lui permettra de continuer à exister et de se renforcer après l'arrêt du programme. C'est là l'une des volontés de ce programme. Nous vous invitons donc à identifier le plus précocement possible et à prévoir les ressources et les moyens qui seront nécessaires à la pérennisation de votre projet. Enfin, votre projet souhaite inclure dès la conception des indicateurs de suivi qui permettront notamment d'objectiver la décarbonation réalisée. Là aussi, c'est un des éléments clés qui sera évalué dans vos dossiers et nous vous invitons également à identifier tout indicateur qui permettra d'objectiver la réalisation effectuée sur la transition environnementale ou sous toute autre thématique impactée par votre projet. Dans la continuité de ces éléments d'éligibilité, votre projet souhaite répondre à une obligation légale ou à une disposition réglementaire. Ce type de projet ne rentre pas dans le cadre du programme. Néanmoins, votre projet devra être conforme à la réglementation en cours, respecter les normes sanitaires et être cohérent avec le projet régional de santé. Deuxièmement, vous souhaitez tester une ou des solutions n'ayant encore jamais été réellement appliquées en conditions réelles. Le programme Hôpital du Futur n'a pas vocation à soutenir des projets de recherche et de développement. Aussi, toutes les solutions que vous souhaitez acquérir doivent être disponibles sur le marché et avoir été testées en conditions réelles. Troisièmement, vous ne pourrez pas finaliser, rendre opérationnel votre projet avant 2027. C'est là l'un des éléments phares aussi du programme. Tout le projet, toutes les briques opérationnelles du projet doivent avoir été finalisées avant le 31/12/2026. Aucune dérogation à ce calendrier ne pourra être permise. Enfin, votre projet vise uniquement à financer des lignes de fonctionnement, que ce soit du salaire du personnel hospitalier, du coût de maintenance ou de l'aide à la maîtrise d'ouvrage. Là encore, le programme Hôpital du Futur a vocation à ne couvrir que les dépenses liées à l'investissement. En écho avec ce dernier critère, l'appel à manifestation d'intérêt du programme Hôpital du Futur a donc vocation à soutenir l'investissement des projets liés à la décarbonation, pour les établissements publics de santé de la région Grand Est et uniquement pour leurs bénéfices. Le plafond de l'aide est fixé à 1,2 million d'euros et le plancher du montant est de 500 000 euros. Le taux d'aide maximum ne pourra pas excéder les 80%. S'agissant maintenant des formulaires de précandidature, je vous le rappelle, vous pouvez d'ores et déjà trouver le règlement de l'AMI ainsi que le formulaire de précandidature à l'URL qui est affichée sur cet écran et qui vous sera transmise à l'issue du webinaire. Vous pourrez nous renvoyer ce formulaire de précandidature soit par voie électronique à hôpitaldufutur@biovallée-france.com ou par voie postale, mais par souci de respect de l'environnement, nous vous invitons à privilégier la voie électronique dans la transmission de tout document. Je vous rappelle également que la date de soumission de vos demandes de précandidature est fixée au plus tard au 2 juin. Tout au long du procédure de précandidature, vous pourrez nous poser vos questions à l'adresse hôpitaldufutur@biovallée-france.com. Toutes les questions qui nous auront été portées et les réponses qui y seront amenées seront publiées sur la foire aux questions du site Hôpital du Futur afin que tout à chacun puisse en prendre connaissance. Enfin, dernièrement, concernant le dossier de candidature,
Nous vous rappelons qu'il faut avoir effectué une demande de pré-candidature pour être permis de déposer un dossier de candidature qui sera envoyé directement par envoi électronique au porteur de projet, au plus tard le 15 juin. La date limite de soumission de ces dossiers de candidature est fixée au 16 octobre. Vous pourrez nous renvoyer vos dossiers de candidature de la même manière que précédemment, par voie électronique, qui reste à privilégier, ou par voie postale. Enfin, vous pouvez toujours nous poser vos questions à notre adresse électronique et nous vous apporterons un soutien dans l'élaboration de votre projet tout au long de cette étape de soumission des dossiers de candidature. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse maintenant la parole à l'auditoire pour un temps de questions et de réponses. Merci beaucoup, Maxime, pour ces éléments très opérationnels sur le processus de soumission des candidatures tout au long des étapes qui viennent d'être décrites. Donc, effectivement, on a souhaité pouvoir garder un temps suffisamment long pour vous permettre de poser des questions et donc de les poser au travers du chat. On essaiera de répondre, et en particulier Zoé Fontier, Sophie Feuerstein, Aurélie de Montpezat, ainsi que l'équipe BioVallée sommes là pour y répondre. Mais si le temps ne suffit pas, on prendra l'ensemble des questions et cela permettra déjà de contribuer à la constitution de cette foire aux questions que Maxime décrivait précédemment. Donc voilà, les questions non résolues aujourd'hui le seront par la suite et on continuera d'itérer avec vous si il reste des questionnements. Donc n'hésitez pas à les poser, on est là pour y répondre. Et donc je dis bonjour à Monsieur Ruot. Bonjour à tous. Donc, effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques et vous voyez qu'il y a aussi un lien pour accéder à l'AMI qui vous est affiché directement. Donc, nous avons des premières questions. Donc, dans le cadre de la pré-candidature, faudra-t-il indiquer la nature du projet? Donc, Maxime, je te propose d'y répondre. Oui, alors effectivement, le formulaire de pré-candidature est sous format Word. Vous avez des cases soit à cocher, soit à remplir avec du texte. Et effectivement, on vous demandera de préciser dans le préambule à la fois la nature du projet, dans quel cadre thématique il s'inscrit, mais également de commencer à objectiver un petit peu d'indicateur de la manière dont vous allez pérenniser votre projet et comment il va s'inscrire dans votre établissement. Donc, ce sont des étapes un peu préopérationnelles qui permettront de juger de la pertinence de votre projet au regard des thématiques qui sont proposées. Et ce sera dans le dossier de candidature que vous devrez étoffer tous ces éléments. Merci Maxime. Nous avons une seconde question pour, je pense, Aurélie de Montpezat, pour préciser la notion d'éco-soins avec des exemples. Oui, alors dans le règlement complet de l'appel à manifestation d'intérêt, il y a des exemples de démarche d'éco-conception et une définition plus importante que celle que je vous en ai fait, bien sûr et bien évidemment. Éco-concevoir un soin, ça veut dire en termes techniques, de réaliser un diagnostic des pratiques et une analyse documentaire, d'analyser les pratiques et d'évaluer les impacts liés aux soins à chaque étape du cycle de vie des dispositifs médicaux, mais du parcours du patient, et d'établir un plan d'action en identifiant les impacts les plus significatifs, en définissant des objectifs, des propositions d'amélioration. Cela peut se faire à l'échelle d'une unité, ça peut se faire à l'échelle d'un service, d'un établissement, mais là ça devient extrêmement pharaonique, ou sur certains dispositifs spécifiques d'un établissement, par exemple une blanchisserie, voilà. Pour ce faire, donc on vous a mis aussi dans le règlement de l'AMI, donc les références réglementaires, mais on vous rappellera aussi qu'il existe des guides méthodologiques sur ce sujet-là, en rapport avec les préconisations, par exemple, du Shift Project, le guide des unités durables du CHU de Bordeaux, les fiches
de la FHF ou des guides de l'ANAP, l'Agence nationale de l'amélioration de la performance. Par exemple, comme projets qui peuvent s'inscrire dans une démarche d'éco-conception de soins, installer des solutions qui permettent de réduire l'usage des gaz anesthésiants et l'usage des inhalateurs à gaz qui sont à fort effet de serre. Investir dans des pratiques d'évaluation de mettre en place un green block, à condition qu'une filière de tri en aval soit bien identifiée. Ça peut être travailler sur une unité, en réfléchissant à la prescription non médicamenteuse, au parcours de soins et la pertinence du soin, la mise en place de filières, de recyclage des métaux, de tri sélectif, repenser l'usage unique, voilà, quelques exemples. Merci beaucoup Aurélie pour cette réponse. Je pense que la suivante est également pour vous concernant le fait que l'aide puisse être un complément ou non au Ségur. Alors, il faut que dans les conditions de l'appel à manifestation d'intérêt, il faut qu'on ait un projet qui soit certes déjà enclenché vu les montants qui sont alloués. Donc on pourrait envisager qu'il y ait déjà des aides et que ce soit déjà un projet qui soit en cours. Pour autant, il faut qu'il y ait une articulation des crédits. Donc on jugera de cela lors des précandidatures. Il faut bien se rapprocher du coup de vous à BioVallée pour qu'on puisse nous évaluer si ça répond bien à ce qu'on se met en termes d'articulation des politiques publiques et des deniers financiers. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons une question à présent sur ce qui est considéré par rapport aux aspects réglementaires justement qui ont été évoqués dans l'éligibilité, en particulier sur le photovoltaïque, Maxime, puisque là la question est de savoir si un établissement de santé qui voudrait passer au photovoltaïque sur tout son site et que ce n'est pas en partenariat avec d'autres établissements, est-ce que c'est éligible ou pas éligible? Alors, en fait, il y a deux questions dans cette question et je vais commencer par le côté partenariat. Alors, les projets peuvent être mono ou pluripartenaires. Ça, c'est à vous de décider. Je vous ai expliqué qu'une attention particulière serait portée par le comité d'évaluation sur les projets qui seraient multipartenaires. Mais rien n'empêche de porter un projet par un seul établissement de santé public. S'agissant maintenant de la question du photovoltaïque, il y a deux aspects. Soit votre mise à disposition de panneaux photovoltaïques correspond à une obligation réglementaire. C'est le cas des ombrières photovoltaïques pour une certaine surface de parking. À ce moment-là, ça ne rentre pas dans le cadre du programme. Ou alors, la pose de panneaux photovoltaïques n'est pas une obligation légale. Et là, vous pouvez le faire, encore une fois, en monopartenaire ou en pluripartenaire. Merci Maxime. Pour ce qui relève des hôpitaux de proximité, est-ce qu'il est possible pour un hôpital de proximité de précandidater? Et je laisserai peut-être la parole à Sophie Feuerstein. Oui, tout à fait. Un hôpital de proximité peut tout à fait précandidater. Après, on souhaite juste vous rendre attentif au fait qu'il reste une part d'autofinancement.
Il y a, comme souvent dans les programmes, du moins ceux qui sont portés par le Conseil régional, pour ceux qui en ont déjà bénéficié, vous savez qu'il est attendu un taux d'autofinancement à hauteur de 20%. Donc, sur le principe, il y a aucune raison qu'un hôpital de proximité ne puisse pas soumissionner, bien au contraire. Ayez juste à l'esprit qu'il restera une part à votre charge et à voir si c'est compatible avec votre budget. Bon, je n'ai pas été assez rapide pour rallumer le micro. Une question quelque part corollaire, mais là, cette fois-ci, on est sur la notion de GHT. Si un projet, justement, se structure au travers du GHT, est-ce qu'il est possible de répartir la subvention par établissement concerné? Sophie Feuerstein, comme vous étiez sur la partie financement, je vous laisse peut-être répondre à cette question. Me semble-t-il, et sauf si mes connaissances dans le domaine ne sont plus d'actualité, vous devriez avoir ce qui fut un temps se nommait budget H, mais peut-être qu'entre-temps ça a été renommé différemment, un budget une ligne budgétaire qui concerne justement l'activité du groupement hospitalier de territoire. Il est clair qu'il sera beaucoup plus aisé de verser à, par exemple, l'établissement support du GHT la subvention en fonction du type de projet que vous allez porter. Et ensuite, si ce budget existe effectivement, si cette ligne budgétaire existe effectivement, c'est vous qui reventilez. Après, en fonction du projet, si votre projet que vous allez nous présenter, il a différents volets et que ces volets, on peut réellement les identifier si on peut réellement les rattacher à un établissement. À ce moment-là, on pourra envisager le versement de la subvention à l'établissement porteur. En fait, tout dépend de la structuration de votre projet. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir une structuration du plan de financement suffisamment précise. Autre question par rapport à la typologie donc, de partenaires associés. Est-ce que dans le cadre du programme Hôpital du Futur 2, il est possible d'associer des établissements à but non lucratif sur un GHT? Maxime, peut-être sur cette question? Alors oui, effectivement, vous pourrez inscrire autant de partenaires que vous le souhaiterez. Cependant, la subvention ne pourra irriguer que les établissements de santé publics. Vous pouvez inclure des partenaires dans votre projet, mais ils ne pourront pas être bénéficiaires de la subvention du programme Hôpital du Futur. Merci Maxime. D'autres questions sur les financements et notamment les cofinancements, puisqu'effectivement, on a évoqué le fait des financements de l'assiette, en tout cas de financement. La question à présent est de savoir si il est possible d'avoir des cofinancements sur ces projets ou s'il y a des restrictions, des obligations quant à ces cofinancements. Madame Feuerstein, je vous repasse la main sur cette question. Excusez-moi, il y a un temps de latence, toutes mes excuses. Là, je pense que la réponse, il vaudrait mieux qu'on la regarde point par point. Ce n'est pas des financements à fonds européens.
Donc déjà, parce qu'on avait rencontré ce problème-là lors d'autres opérations, hein. Donc là, ce sont vraiment des financements région d'un côté, ARS de l'autre. Ce ne sont pas des financements qui trouvent leur racine au niveau des fonds européens. Donc là, déjà, on a plus de liberté, on va dire, par rapport à le fait d'appeler des cofinancements. Moi, je serais plutôt prudente dans cette réponse-là. Regardons ce que vous mettez derrière cofinancement. A priori, il n'y a pas comme ça, a priori, il n'y a pas de restriction. Maintenant, il faudra aller un petit peu plus dans le détail. J'insiste quand même sur la nécessité de conserver à l'esprit que il y a une marge d'autofinancement qui devra être en revanche respectée. En d'autres termes, même si vous arrivez en plus de leur subvention État-région, dit autrement, la subvention État-région ne pourra jamais couvrir 100% de votre dépense. Merci Madame Feuerstein. J'essaie de traverser les questions en parallèle pour voir lesquelles, si nous pouvons toutes les prendre, a priori, nous pouvons continuer, nous avons le temps. Question sur les indicateurs. Peut-être, Madame de Montpezat, sur la détermination des indicateurs de suivi en fonction de la nature du programme, sur qui les déterminera. Alors, dans les critères qui sont fournis dans le règlement de l'AMI, surtout dans les dossiers de candidature, on a essayé de vous orienter le plus possible pour que vous ne perdiez pas de temps non plus à comprendre et concevoir la réussite de votre dossier de candidature, mais aussi la compréhension du suivi du projet et en quoi il sera évalué tout au long du programme. Donc, lorsqu'on vous engage à rédiger certains paragraphes qui explicitent la nature de votre projet, on a déjà pensé à vous demander quels sont les indicateurs qui sont pertinents pour nous en termes de décarbonation. C'est les émissions de gaz à effet de serre, l'évaluation des économies qui seront faites à l'issue du programme selon les secteurs, et ça a été bien déterminé en fonction de la thématique sur laquelle vont porter vos actions, notamment, par exemple sur les déchets d'activités de soins, ce sera quelle sera la réduction, l'impact, tout enfin, tous ces éléments-là, on vous engage à nous les déterminer et ils vous sont explicités. Alors, j'espère que c'était bien ça qui était entendu dans la question. Merci beaucoup. Je vais vous laisser encore la main, Aurélie, pour les 2 questions suivantes qui en fait sont reliées plus à la nature des investissements. Donc la première est liée à la restructuration d'un bâtiment non isolé datant des années 70 pour savoir si ça rentre dans le programme ou pas. Et le second sur une lingerie interne. Donc dans les 2 cas, on est sur une question de nature d'investissement. Alors, sur la partie lingerie, etc., on a parlé un petit peu de blanchisserie tout à l'heure. Donc, ça peut porter sur un secteur, Heu, mais il faut bien concevoir que il vaudrait mieux qu'il y ait en plus de la lingerie, un projet plus complet qu'une niche qui soit moins impactante sur le soin. Voilà. Après, c'est possible, mais il y aura quand même une évaluation sur les candidatures entre les différents projets. Donc plus le projet sera englobant et traitera du parcours de soins dans sa totalité,
plus il aura une vision sur laquelle on portera notre intérêt. Donc c'est possible, ce serait mieux que ce soit pas exclusif, mais c'est très largement possible sur cette partie-là. Pour la partie sur les bâtiments, je suis pas sûre d'avoir bien saisi la question, mais c'est un peu la même réponse qu'a fait, monsieur Sartori tout à l'heure, aussi sur le photovoltaïque. Si le programme, consiste seulement à, répondre aux objectifs, réglementaires, de la réglementation thermique ou, du décret tertiaire ou, voilà, d'isolation, juste d'isolation thermique, heu, on n'ira pas, valoriser plus que ça ce projet-là en regard de la non-innovation, et du caractère juste réponse à des exigences réglementaires. Si on va plus loin, dans, la réflexion sur, le mode d'isolation, les techniques utilisées, la circularité, les déchets, heu alors là, on pourra envisager et donc c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure sur les critères. Il faut que vous soyez bien attentifs au remplissage du cahier de précandidature, et pour voir vraiment si votre projet relève, des ambitions, de l'appel à manifestation d'intérêt. Merci Madame de Montpezat. Je prends ensuite 2 questions pour Maxime concernant le fait, parce que quelque part, la question est aussi sur la pluralité, que ce soit des partenaires, des sites ou du nombre de projets. Donc la première est sur le fait qu'un projet puisse être uniquement sur un site ou peut se faire sur différents sites simultanément. Et la question sur le nombre de projets, à savoir si un établissement peut porter plusieurs projets distincts, par exemple, dans chacune des catégories qui ont été présentées. Alors, pour rappel, un établissement ne peut pas porter ou être partenaire de plus de 2 projets. Donc, existe la possibilité pour vous de candidater à la fois sur l'éco-conception des soins, les bâtiments bas carbone et la gestion des déchets activités de soins. Il faudra vous concentrer sur l'une ou l'autre de ces thématiques, mais pas plus de 2. En ce qui concerne maintenant la possibilité d'effectuer des projets au niveau multisite, ce sont toujours des établissements de santé publics qui sont porteurs avec une raison sociale. S'agissant maintenant du multisite, il est tout à fait envisageable que le projet soit déployé s'il est cohérent sur différents sites du moment qu'ils appartiennent ou sont rattachés à l'établissement qui est porteur du projet. Merci, merci Maxime. On a une question sur une typologie de projet particulière sur le déploiement des appels malades sur les services de soins, de savoir est-ce que ça peut être considéré comme un projet. Madame de Montpezat, je vous passe la main sur cette question. Alors là, il me faudrait quand même un peu plus d'explications sur ce qui est entendu. Si le projet, porte seulement sur de l'organisation du soin, de la pertinence, de la performance et qu'on est très loin de pouvoir, évaluer de la décarbonation dans le système, ce sera compliqué. Voilà. Donc, encore une fois, si jamais, je vous rappelle qu'à l'issue de ce webinaire, vous pouvez toujours et encore poser des questions. Donc, typiquement, si sur ces éléments de réponse, ça peut vous permettre de préciser la question et que nous n'avons pas le temps de l'aborder, à ce moment-là, vous pourrez nous revenir pour qu'on itère sur ce sujet.
Un élément sur le fait d'avoir une obligation de partenariat avec d'autres établissements de santé qui peut être restrictif ou bloquer des projets qui seraient pourtant bien en lien avec la décarbonation. Là, est-ce que Madame Feuerstein, vous voulez répondre sur cette question, ou en tout cas sur ce point par rapport aux différentes discriminations? En fait, c'est pas comment je vais expliquer ça? C'est pas une obligation de partenariat. L'idée était que on privilégie des projets qui puissent être développés au bénéfice d'une communauté, en l'espèce là d'un groupe hospitalier de territoire. Après, des projets qui vont être présentés par un seul établissement, c'est pas parce qu'il sera présenté par qu'un seul établissement qu'il ne sera pas instruit et qu'il ne pourrait pas potentiellement être lauréat. Il faut juste savoir que il est vrai que le jury va porter une attention particulière à des dossiers dont la réalisation qui permettront de réaliser des projets qui seraient au bénéfice du plus grand nombre. Voilà. Mais voilà, ce n'est pas bloquant, ce n'est pas une obligation. Merci pour cet élément de réponse. Concernant la structuration du projet, nous avons une question concernant le fractionnement de la candidature, à savoir d'une part la démolition d'un bâtiment énergivore en vue de la construction d'un nouveau bâtiment plus écologique et qui, lui, ne serait pas construit en décembre 2026. Donc en 2 temps, une première phase pendant la période de l'appel à projet et une deuxième phase hors période de l'appel à projet. Maxime, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Alors, comme l'a rappelé Madame de Montpezat, l'objectif du programme Hôpital du Futur, c'est d'objectiver des indicateurs de décarbonation de votre projet parce que l'un leitmotiv de ce programme, c'est après de massifier les success stories pour les autres établissements de santé publique. Donc, sauf erreur de ma part, je ne vois pas en quoi la démolition d'un bâtiment permettrait les économies carbone à l'issue du programme tant que l'autre bâtiment, plus éco-responsable, soit construit. Mais sous réserve, encore une fois, que ce ne soit pas une erreur. Concernant des travaux de désenfumage pour mise aux normes, est-ce qu'il peut y avoir une demande de projet de ce type-là? Madame de Montpezat, je vous passe la main. La réponse dans la question, hein, si c'est une simple mise aux normes, ben voilà, on a pris comme principe de ne pas financer des opérations qui sont purement réglementaires ou de mise aux normes, parce que c'est pas un appel à manifestation d'intérêt qui permettrait des inégalités entre les établissements qui se mettent en conformité et qui auraient des crédits pour le faire. C'est pas l'idée. Des travaux de désenfumage, en plus, comme vient de le rappeler monsieur Sartori, il faut aussi qu'on ait une vérification, bon, des critères de décarbonation, voilà. Mais voilà, quand on met mise aux normes, c'est pareil que réglementation, ça ne peut pas être suffisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je me permets, Madame de Montpezat, de vous reposer la question suivante concernant celle d'un nouveau plateau technique bloc réa pharmacie et laboratoire avec une éco-conception des soins. Est-ce que ça fait partie des projets qui pourraient être retenus?
Oui, puisqu'il y a éco-conception des soins, ça peut être retenu. Donc comme l'a dit monsieur Sartori, la construction, il faut bien aussi évaluer que sur l'ensemble du programme, il faudra que le plateau, soit, réalisé et pouvant être du coup, évalué, pour sa, réalisation des objectifs en termes de décarbonation. Hem et avec une éco-conception des soins, ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure, bien les analyses de cycle de vie, les analyses, les diagnostics, le travail d'équipe, mis autour, de ces 3 objectifs, le bloc, la pharmacie et le laboratoire. Voilà. Ce qui pourra être, adapté sur, ce projet-là, par exemple, ce serait, si tout n'est pas réalisé en même temps, peut-être par partie. Voilà. S'il peut y avoir une réflexion pour qu'il y ait, le plus de chances d'être retenu. Et c'est pour ça qu'on vous proposera, enfin, cet appel à manifestation d'intérêt, c'est pas non plus on Ensuite, pose la question des questions directement. que je vais, Ah, compacter, sur la dernière par rapport à la nature des dépenses, parce qu'il y avait, une question sur investissement slash le fonctionnement, et la dernière question me semble relever un peu du même sujet, à savoir quelles sont les attentes concernant les identifications des postes de dépenses correspondant aux ressources humaines, et donc peut-être de respécifier les dépenses investissement versus dépenses de fonctionnement. Madame Feuerstein, je vous laisse prendre cette question. Là, je suis désolée, c'est pas une réponse de Normand, mais un peu quand même. Tout dépendra de la nature du projet et du poids comment dire, le poids invest versus fonctionnement, enfin versus dépenses RH. Là, on va faire des réponses au cas par cas, et vraiment, c'est pas pour voilà, je suis pas normande, mais à ce stade-là, c'est compliqué de répondre. Il faudra vraiment regarder la nature et le montage de votre projet. L'idée est quand même, voilà, qu'on aille en investissement, avec bien évidemment, on est bien conscient des nécessités, des besoins en ressources humaines, mais il ne faut pas que le projet soit avec une balance très forte RH, avec un investissement mineur. Voilà. Mais là, il faut vraiment qu'on regarde. Mais je pense que dans le cadre des échanges que vous aurez avec BioValley, on pourra affiner et vous répondre plus précisément, même dans la phase du montage de votre, même dans la phase de remplissage de votre dossier de précandidature. Mais il faut vraiment qu'on découvre mieux votre projet. Merci beaucoup, Madame Feuerstein. C'est la dernière question que nous avions sur le chat. Il est 13h53, donc nous avions prévu un webinaire d'1 heure, donc, sauf si il y a un pop-up avec une dernière question. Mais comme ça vient d'être dit par Madame Feuerstein, vous aurez l'opportunité de pouvoir nous poser vos questions au fil de l'eau et de la construction de votre dossier, notamment de la soumission de la précandidature. Donc, on vous a donné les liens sur le site Hôpital du Futur. Encore une fois, vous pouvez y accéder directement. Comme vous le voyez sur cette présentation, vous avez un bouton pour voir l'AMI. L'équipe de BioValley est à votre disposition, et en particulier donc votre point d'entrée est Maxime Sartori, chef de projet établissement santé au sein de BioValley France, et nous ferons le lien avec l'ensemble des parties prenantes ici présentes lors de ce webinaire.
Donc, comme je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires qui a été rajoutée, je tiens à vous remercier de votre participation, à remercier l'ensemble des intervenants, donc Zoé Fontier, Sophie Feuerstein, Aurélie de Montpezat, pour la présentation de l'ambition et de la structuration de ce programme Hôpital du Futur 2. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour vous accompagner dans la structuration de vos projets. Très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir à tous.